Le 12h30, le rendez-vous du jour. On va s'intéresser à présent à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Alors, ce n'est pas toujours effectif au sein des écoles de la capitale. Il y a bien une obligation d'en parler, mais chaque école peut le faire à sa manière. Pour en parler, nous recevons Lola Clavreul. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de la Fédération des centres pluralistes de planning familial et on va donc s'intéresser à ce qu'on appelle l'EVRAS. C'est donc toutes ces problématiques dont on vient de parler, d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Alors, je le disais, c'est une obligation d'en parler dans les écoles, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de directive. Chaque école, chaque pouvoir organisateur fait un petit peu ce qu'il veut. Tout à fait. C'est une mission obligatoire de l'école de l'enseignement depuis 2012, mais effectivement, dans le protocole d'accord qui a été signé en 2013, rien n'a été spécifié quant à l'organisation de l'EVRAS dans les écoles. Donc effectivement, on a des grandes disparités aujourd'hui entre des écoles où on va mettre en place des projets, ou en tout cas, on va inscrire l'EVRAS dans le projet pédagogique, et donc on va avoir des intervenants qui sont désignés, etc., etc. Et puis d'autres écoles qui vont se contenter de mettre une affiche dans le couloir du PMS là-bas tout au fond, et qui s'en préoccupent beaucoup moins. Voilà, et c'est problématique pour vous. Pourquoi c'est important aujourd'hui dans le parcours scolaire qu'il y ait également cet attrait sur l'éducation à la vie sexuelle et affective ? C'est important que tous les élèves puissent avoir un accompagnement parce que, en fait, tout au long de leur vie d'élèves, on va dire, ils vont élaborer leur sexualité, donc au sens large, c'est-à-dire leurs compétences à rentrer en relation avec les autres, leurs compétences à savoir apprivoiser leurs émotions, à savoir rentrer en relation, etc., etc. Et donc, c'est tout un parcours qui peut se faire dès le plus jeune âge et dans lequel ils doivent être accompagnés depuis la maternelle jusqu'à la fin du secondaire au moins. Alors, s'il y a une disparité entre les différentes écoles, c'est qu'il y a parfois une différente appréhension de cette problématique. Ça reste encore tabou pour certains pouvoirs organisateurs, pour certaines écoles ? Oui, ça reste encore tabou. C'est difficile de pénétrer dans certaines écoles. Il y a des écoles aussi où on sait qu'on ne va pas pouvoir aborder certains sujets, comme les questions de genre, par exemple, ou la question de l'homosexualité, ou encore l'IVG. Voilà, ça reste des sujets qui sont parfois difficiles d'aborder. Maintenant, comme tout est laissé à la liberté en fait des écoles, tout le monde va organiser un petit peu comme il le sent, et ça crée vraiment des inégalités entre les élèves. Et vous pensez que c'est lié à des consignes qui sont données par le pouvoir organisateur, ou c'est vraiment le directeur d'école? Est-ce que ça va être par exemple plus le réseau catholique où vous allez avoir des problèmes d'accès, ou c'est aussi par rapport à un quartier par exemple? Non, alors c'est difficile de faire des généralités. Je crois pas qu'il faut cibler vraiment des écoles spécialement. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes en fait qui sont mal à l'aise avec les questions de sexualité, et qu'il y a aussi vraiment une crainte qui demeure, mais chez les parents comme chez les responsables au niveau du PO ou au niveau des directions, qui est, si on parle de sexualité, on risque trop tôt, si on en parle trop tôt, on risque d'inciter les élèves à avoir une sexualité active. Alors que c'est complètement faux, puisqu'il y a une étude de l'OMS qui a déjà montré il y a au moins 10 ans que, au contraire, plus on va parler ouvertement des questions qui préoccupent les jeunes, et plus ils vont rentrer de manière responsable dans leur sexualité. Donc parfois ils vont rentrer plus tard, ou alors ils vont davantage sélectionner leurs partenaires, ils vont faire davantage attention aux moyens de contraception et davantage se prémunir des IST. Donc au contraire, ouvrir un espace de parole, c'est bénéfique, mais c'est vraiment un tabou qu'il faut faire tomber. Alors si on vous écoute, on a 10 ans de retard au moins dans certains établissements. Est-ce que c'est spécifique à Bruxelles? Est-ce que c'est plus compliqué ici en Fédération Wallonie-Bruxelles qu'ailleurs? Non, c'est vraiment pas... vous voulez dire par rapport à d'autres pays ? Oui. Ah oui, il y a certainement d'autres pays où c'est encore... où il y a encore davantage de retard, mais c'est vrai qu'ici, on est un peu à la traîne, et on voit que ça va prendre encore plusieurs années avant d'arriver à une généralisation effective de l'EVRAS pour tout le monde. Et justement, pour arriver à cette généralisation, qu'est-ce qu'il faut là ? On en parle ici dans ce journal. J'imagine que vous avez besoin de visibilité, d'être entendu, de soutien politique aussi peut-être. Oui, tout à fait. Alors, on est quand même dans un momentum plutôt intéressant pour l'EVRAS, puisqu'on a des ministres qui soutiennent, qui ont inscrit l'EVRAS dans leur déclaration de politique. L'EVRAS est inscrite aussi dans le plan de prévention et de promotion de la santé en Wallonie. Donc on voit qu'il y a une attention qui est portée à l'EVRAS. Maintenant, ce qui manque, d'une part, ça va être un soutien financier, mais on sait que là, il va grimper d'année en année, puisqu'on prévoit de passer des 700 000 euros
que les centres ont reçu en 2021 à plus de 2 millions d'euros à l'horizon 2025-2026. Maintenant, de l'autre côté, voilà, il faut aussi pouvoir sensibiliser les directions d'école, les PO et puis les parents pour faire tomber toutes les craintes qu'il peut y avoir autour de l'Evras. Eh bien, prends courage. Merci beaucoup, Lola Clavreul, d'être venue nous parler en studio. Je rappelle que vous êtes la directrice des fédérations des centres pluralistes de planning familial. Merci. Merci.